Mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour. À l'entame de cet opus Biz to Biz, la tribune de l'entreprise sur Africa 7, j'aime bien le rappeler, la chaîne préférée des cinéphiles, des intellos, des étudiants en école de commerce, je vais vous faire une confidence. La décision de la spéciale Obama in Sénégal fut tardive et émotive. Je me suis rappelé avant-hier des larmes de Jesse Jackson à Chicago, de mes larmes et de mes sanglots devant ma télé à 4 heures du matin, du discours de Martin Luther King au mall à proximité de Abraham Lincoln Memorial à Washington. Et le lendemain, j'ai décidé de faire une spéciale Obama. Elle ne sera pas politique ou institutionnelle, ça sera les hommes, les Américains, les aficionados de l'Amérique et oui, l'Américain, j'allais dire. Alors j'ai pris ma voiture le lendemain matin, sans téléphoner, sans rendez-vous. Je me suis rendu à l'USAID pour voir M. Patrick Henderson. Il a été retenu par M. Obama. Quand Obama veut, tout le monde perd. C'est comme ça la teranga sénégalaise. Je me suis rendu au MCA, Millennium Challenge Account. M. Ibrahim Adja, aussi retenu par Obama. Quand Barack veut, tout le monde perd. C'est la teranga sénégalaise. Et puis finalement, ma directrice, la talentueuse Céline, me dit « Mais Amcham, j'avais complètement oublié ». J'ai le plaisir donc de vous présenter docteur Hervé Bertin, Earth Institute, Columbia University, de MDJ Center, Millennium Development Goal Center. Monsieur docteur Bertin, bonjour. Oui, bonjour. Je vais me tourner vers mon aîné au Collège Sacré-Cœur, M. Martar Cham, de West Africa Trade Hub. Je sais bien ce... Oui. West Africa Trade Hub. Absolument. Monsieur Cham, bonjour. Bonjour. Le Ndiatigi, Monsieur Si, Ernst Young, directeur d'Ernst Young et président de AmCham, American Chamber of Commerce. C'est tout à fait cela. Et notre invité spécial, parce qu'il a le même slogan que Barack Obama, et il a la lourde tâche de s'occuper de la préoccupation majeure des jeunes Sénégalais, à savoir un emploi décent. Je veux représenter M. Tamba, j'allais dire l'incroyable Tamba d'Anfacha, de Combico Partners, et je reprends le slogan en américain, 1,250 jobs a year for 4 years, yes we can. Yes, we can. Je dis bien? Bien sûr. Mesdames et messieurs, bienvenue à la tribune de l'entreprise spéciale Obama. Mes étudiants de l'IFA l'ont qualifié de nice guy. Ils ont dit « Welcome to the nice guy ». IFA support the President Obama. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais commencer par monsieur Si, avant de le perdre, parce que Obama l'attend aussi, tout à l'heure. Rapidement, très souvent, pour mes invités, je leur demande 2 mots sur leur parcours académique et professionnel pour susciter des vocations auprès des étudiants. Ensuite, parlez-moi de l'AmCham. Alors en matière de parcours académique, pour résumer très rapidement, je dirais que j'ai d'abord commencé mes études au Sénégal jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis je suis parti à l'extérieur et je suis revenu 15 ans plus tard. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans-là? J'ai d'abord fait des études d'école de commerce, comme vos étudiants. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans en Europe, de manière à acquérir un certain rythme de travail et un savoir-faire que j'ai ramené au Sénégal et qui m'a beaucoup servi par la suite. Ensuite, j'ai travaillé chez Ernst Young. J'ai quitté Ernst Young, j'ai créé mon propre cabinet. Ensuite, je suis revenu dans Ernst Young. Et aujourd'hui, je dirige le bureau Ernst Young du Sénégal depuis 1998, c'est-à-dire 15 ans. L'AmCham maintenant. Et l'AmCham, donc l'AmCham est un vieux projet que beaucoup d'entreprises, un noyau d'entreprises américaines au Sénégal avait eu comme projet de créer depuis plus de 10 ans. Et c'est en fait depuis maintenant 6 à 7 ans que l'AmCham est vraiment devenue une organisation forte et dynamique. Au départ, c'était 18 membres. Aujourd'hui, nous sommes 124 membres.
Et l'objectif, c'est de développer les relations d'affaires entre le Sénégal et les États-Unis. D'ailleurs, notamment, oui, allez-y. Nous venons justement de créer J'allais y venir. Nous venons de sortir une revue à l'occasion spéciale de l'arrivée du président Obama, dans le but de développer le partenariat entre les PME américaines et les PME sénégalaises. Je lis bien une passerelle business pour un partenariat gagnant-gagnant. Ambitieux projet. Gagnant-gagnant, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des entrepreneurs sénégalais qui essaient directement d'exporter vers les États-Unis, ce que développera tout à l'heure M. Cham, il y a également beaucoup de PME américaines qui s'intéressent à ce que nous faisons et au potentiel qui existe ici, et qui veulent travailler en partenariat avec des Sénégalais qui connaissent leur pays, qui connaissent leur environnement, qui connaissent les pratiques business et qui peuvent donc, tout en s'associant avec eux, eux apportant des capitaux et également leur savoir-faire, arriver à des formules gagnantes. Soit pour vendre localement, ou dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, ou alors tout simplement pour exporter aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Et c'est tout à fait faisable. Autour de M. Makhtar Cham, mon illustre est né au Collège Sacré-Cœur. D'abord, après le collège, qui est devenu Makhtar Cham? Donc, après le baccalauréat, je suis allé à la fac de sciences. Comme les orientations ne dépendaient pas de moi, malheureusement, j'ai voulu faire Sciences Éco. Mais à l'époque, suivant les notes qu'on avait, on était orienté à des facultés comme ça. Et j'ai suivi les cours. Après, je suis allé en France aussi pour suivre un peu les cours en physique et chimie toujours. Mais du coup, j'avais toujours cette nostalgie de vouloir faire des études qui correspondent. Et Dieu m'a aidé. Après le travail, j'ai travaillé là-bas un peu. La chimie mène à l'économie. Oui, j'ai décidé de rentrer à un moment aussi, parce que aussi, on n'avait pas pour vocation de rester en Europe pour travailler là-bas. Et je ne me sentais pas bien là-bas, je ne me sens toujours pas bien là-bas. Je me sens bien au Sénégal, et uniquement au Sénégal, je pense d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé avec d'autres collègues sénégalais de monter quelque chose ici, au Sénégal. Et on s'est dit que c'était le secteur de la pêche qui était le meilleur secteur au Sénégal, quoi. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure. On est venu créer une entreprise ici avec des difficultés d'habitude. On ne connaissait rien au marché. Et à la façon de travailler au Sénégal, le choc culturel, parce qu'au retour, on subit aussi un autre choc culturel, parce qu'on s'imagine un idéal qui n'est pas réel. Le monde de l'entreprise aussi a ses réalités. Et du coup, je me suis formé là-bas à l'économie, même si je n'avais pas pu en tout cas, assouvir ma passion de l'époque. Et c'est sur le terrain que j'ai pu assouvir cette passion. Et c'est pour ça que je suis devenu un passionné de l'entreprise. Et l'expérience m'a montré que c'était possible, quoi, de réussir au Sénégal, parce que j'ai appris les difficultés là-bas, en termes d'organisation, en termes aussi d'expérience. Nous avons pu, avec d'autres Sénégalais, monter un patronat sénégalais uniquement pour un peu défendre les intérêts des Sénégalais aussi. Aux États-Unis? Non, ici même au Sénégal, parce que nous avions trouvé à l'époque, avec notre passé un peu politique aussi, d'étudiants un peu politisés, nous avions trouvé que le secteur de la pêche était plus géré par des intérêts étrangers. Et nous avons pensé que c'était notre rôle aussi, c'était notre rôle et notre devoir de nous positionner en tant que Sénégalais pour que les intérêts, en tout cas les produits sénégalais, soient gérés par des Sénégalais. C'était un peu utopique peut-être, mais c'était une réalité. Cette organisation existe toujours d'ailleurs, et de temps en temps, je suis appelé à travailler avec eux pour aider un peu à conseiller. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à l'USAID. D'accord. Donc USAID Contractor et West African Trade Hub. Voilà, qui est mis en place. Qu'est-ce que West African Trade Hub? Bon, c'est un projet financé par l'USAID qui est mis en place par une firme américaine qui s'appelle Carana. Carana. Oui, et qui est basée à Washington, à Arlington plus précisément. Et la vocation... Arlington, c'est le cimetière. Oui, pas loin de Washington, vous connaissez bien. Voilà, c'est ça. Et la vocation de ce projet qui est né sous AGOA, avec la loi AGOA. Pour ceux qui ne savent pas, AGOA, c'est... La loi que le gouvernement américain, enfin le Congrès américain avait voté pour aider un peu les Africains à pouvoir mieux exporter aux États-Unis en ne payant pas des droits de douane. Ils étaient exemptés des droits de douane. Et c'était surtout pour favoriser un peu le textile aussi, parce qu'à l'époque qui était dominé par les Chinois, l'idée
qui était derrière, c'était de penser de contrebalancer. voilà, que ça pouvait délocaliser les entreprises de textile en Afrique, ce qui a été fait d'ailleurs pour la plupart. Et l'île Maurice a beaucoup bénéficié de ce programme à cette époque. Et l'AGOA aussi a permis un peu de développer d'autres secteurs, notamment le pétrole. Hein, c'est pour ça aujourd'hui l'Afrique se positionne en très bonne position pour les exportations de pétrole vers les États-Unis. Mais ce programme qui a été initié avait pour vocation d'un peu d'aider les entreprises africaines à pénétrer le marché américain. Oui. Et, qui était basé à Accra. Et le président Wade à l'époque avait demandé aussi que les pays puissent bénéficier beaucoup plus aussi de... Parce que la langue semble être une barrière. Et c'est dans ce cadre que le bureau de Dakar a été ouvert. Et que j'ai l'honneur de diriger d'ailleurs, et qui avait pour vocation aussi d'aider les entreprises africaines, parce que nous couvrons 21 pays, du Cap-Vert au Gabon, dans 6 secteurs principalement, le textile et l'habillement, les produits artisanaux, et la décoration de maison, disons, le cosmétique, et le beurre de karité, les noix de cajou, les produits agricoles transformés et le poisson. Très bien. Dans le secteur du poisson, nous nous orientons plutôt vers le poisson durable, compte tenu du contexte de la raréfaction des produits et des problèmes liés en tout cas à la rareté de cette denrée. Et sur ce plan aussi, ce que nous faisons un peu en termes d'assistance, c'est d'identifier essentiellement les entreprises qui ont un potentiel et de le suivre le long de la chaîne de valeur, pour les aider à vaincre les barrières et à pouvoir pénétrer le marché américain à l'origine, mais d'une manière générale, tous les marchés internationaux. Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont mondialisés et les acheteurs américains sont partout et viennent dans des endroits où nous allons les trouver aussi pour pouvoir les amener en Afrique et travailler avec les sociétés exportatrices. Et je suis un peu... Quand j'entends les gens dire que l'AGOA... Moi, je suis un peu surpris parce que dans mon quotidien, dans mon vécu quotidien, je vois que des entreprises qui ont un réel potentiel et qui sont au travail tous les jours et qui exportent aux États-Unis, même si c'est relativement bas par rapport aux chiffres. Mais c'était le plus dur parce que les marchés étaient orientés vers l'Europe ou localement. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de complexe pour aller aux États-Unis. Ils préfèrent même aller aux États-Unis, vendre leurs produits et quand même faire face aux défis. D'autant plus que c'est un marché uniforme de 300 millions d'habitants. Un peu plus, 350 millions d'habitants. Oui, je vais maintenant me retourner vers le docteur Hervé Bertin. Alors c'est tout un programme. Le docteur Bertin, il est là au titre du MDJ Center, le Millennium Development Goal Center. C'est exact. L'Institut de l'Université de Columbia. En tant que chercheur. Donc faites comme les autres, toujours pour inspirer mes étudiants. Okay. Qui êtes-vous? D'abord, d'où venez-vous? Merci. Je dirais tout simplement, peut-être je suis l'étranger sur ce plateau. Je suis de nationalité camerounaise. Très bien. Qui a fait ses études secondaires et pré-universitaires au Cameroun. Et après mes études secondaires et pré-universitaires au Cameroun, vous savez, le Cameroun c'est un pays bilingue. C'est-à-dire qu'on parle officiellement le français et l'anglais. Donc j'ai eu l'opportunité, issue d'une famille francophone, d'aller à l'école anglophone. Très bien. C'est-à-dire de pouvoir faire des études pré-universitaires en anglais. Ce qui m'a, de prime abord, orienté vers le pays voisin qui est le Nigeria, pour pouvoir mieux m'impliquer de la chose anglaise. Donc j'ai fait au Nigeria, à l'université de Lagos, à l'UNILAG, un diplôme en computer science. Et quand je suis revenu au Cameroun, ça ne m'intéressait pas vraiment et j'étais très jeune, j'avais à peine 17 ans et je me suis dit non, je ne vais pas me jeter sur le marché de l'emploi. Je vais continuer. Bon, j'ai fait 3 mois dans une banque comme analyste programmeur parce que c'est ce que j'avais fait à la base. Et puis je me suis dit ça ne m'intéresse pas, je vais retourner à l'université. Et quand je suis retourné à l'université, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je suis allé parce que moi, ça m'intéressait de faire quelque chose qui avait trait à la nature. Donc, je me suis orienté vers l'environnement. C'est exact. Et après une licence en environnement, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Allemagne. Donc, je suis allé en Allemagne. Et de l'Allemagne, après un diplôme qui est un peu comme Bac plus 5, je suis allé en Angleterre pour faire un master. Mais décidément, vous êtes un méga pluriculturel. Un globe-trotter. Cameroun, Nigeria, l'Allemagne, l'Angleterre et puis les États-Unis après.
Oui, j'arrive. Ah oui. Il arrive. Ah oui. Et après que j'ai eu mon master en environnement en Angleterre, je suis retourné en Allemagne pour travailler. Parce que j'avais gardé de très bons contacts pendant mon passage en Allemagne. Et l'université me prenait comme research assistant. Pendant mon cursus de assistant de recherche à l'université de Göttingen en Allemagne. Donc pendant ce cursus, vous savez, les Allemands, c'est des travailleurs durs. Comme a dit mon collègue ici, on apprend la discipline et la manière de travailler et la rigueur. J'ai appris cela et j'ai fait une thèse en doctorat, et essentiellement dans le domaine du commerce équitable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle généralement environmental economics. Donc, après ma thèse... Globe-trotteur, multidimensionnel, pluriculturel. C'est exact. C'est un bel exemple, chers étudiants. Donc, écoutez ce monsieur. Après ce passage à l'université de Göttingen, j'ai eu une thèse, un doctorat en commerce équitable. Et j'ai choisi un thème qui touche un peu plus les pays comme le Cameroun, qui est la commercialisation et l'exportation du cacao. Comme lui, il dit, Africa Trade Hub, c'est un peu un truc que j'ai un peu regardé pendant ma thèse. C'était les époques où on parlait beaucoup plus de fair trade, des certifications, oui, des certifications, oui, effectivement, de certifications. Donc, mon objectif, c'était de voir comment les produits africains peuvent arriver sur le marché européen en respectant ces normes européennes de commercialisation. Qui sont des normes draconiennes. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'apprenais que sur beaucoup de ces marchés, nos produits étaient refoulés parce que ça ne respectait pas ces normes sur le marché européen. Donc j'ai décidé de faire une thèse là-dessus pour accompagner, par exemple, dans la filière cacao, comment les producteurs peuvent, depuis le champ, certifier leur cacao, avoir des itinéraires et techniques de production qui vont être acceptables sur le marché européen. Et aujourd'hui, les produits de ma thèse ont permis de développer des programmes comme UFC, qui est un programme de certification, comme le Rainforest Alliance, qui est un programme de certification du cacao, qui aujourd'hui, beaucoup de producteurs africains bénéficient de cette formation. J'ai été aussi formateur au niveau de ces différents programmes pour améliorer les indicateurs de standard pour entrer sur le marché européen. Parce que le marché américain, c'est un peu plus loose. Il n'y a pas tous ces standards là-dessus. Complètement, moins draconien qu'en Europe. C'est exact. Donc, sur cette base, je suis retourné après ma thèse. Gérer également aussi quelques programmes au niveau de l'Allemagne. Mais vous arrivez quand aux États-Unis? Ben, j'arrive. C'est un long processus, je voudrais dire, parce qu'en même temps, l'université ne voulait pas me lâcher, parce que ça pouvait générer des revenus à l'université. Sur la base de ma thèse, l'université, on a monté un projet avec la fondation allemande pour la recherche, qui est dirigée par le ministère allemand de l'Éducation, qui a eu un projet de 12 millions d'euros, qui couvrait l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, pour la certification du cacao des pays, de ces différents pays. Donc, en échange, ils ne pouvaient pas me laisser rentrer, donc ils m'ont donné un poste de chercheur à temps plein à l'Université d'Allemagne. Donc, j'ai fait cela au département d'économie et de développement. C'était un programme en partenariat avec la Banque mondiale qui m'a permis aussi en même temps, parce que c'était à Afrique, d'être en charge du programme en Afrique. Et ce programme a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle la décentralisation. C'est un peu ce qui a poussé les gouvernements africains à mettre sur pied la décentralisation. Et j'étais au niveau de la GTZ en charge des programmes d'accompagner ce processus de décentralisation en Afrique et comment on peut, au niveau des communautés territoriales, vous avez dû payer pour sortir de l'Allemagne? Non. Tout ce que vous me racontez. Comment vous avez fait pour que les Allemands vous laissent partir? Donc, quand j'ai fini mon contrat en Allemagne, j'ai eu l'opportunité, parce que quand je travaillais, juste pendant des rencontres comme ça, j'étais invité à beaucoup de rencontres, beaucoup de séminaires et beaucoup d'autres. Donc, l'université de McGill m'a contacté pour qu'on travaille sur les impacts, c'est-à-dire que comment je vais dire ça en français, c'est-à-dire les mécanismes qui encouragent la perte. Dites-le d'abord en anglais. C'est un plateau spécial Obama. En anglais, on dit the socio-economic driver of biodiversity loss
in an agroeconomic context. Ok. Voilà. Mais encore, en français? En français, ça veut tout simplement dire que qu'est-ce qui... Je vais résumer cela, pas du mot à mot, mais pour dire que dans un environnement agroéconomique, comme beaucoup de nos pays africains, comme beaucoup de certains pays comme le Canada, qui est un pays aussi qui est bâti essentiellement sur l'agricole, c'est pour ça qu'on les appelle les nouvelles terres, c'est-à-dire que quels sont les facteurs économiques qui peuvent permettre, qui peuvent favoriser la dégradation de l'environnement. C'est un paramètre environnemental, mais beaucoup plus économique en même temps. Donc j'ai fait à l'université de McGill une année à travailler sur ce programme. Et lorsque on a présenté les résultats de ce programme, c'est là où l'université de Columbia a frappé à ma porte. L'université de Columbia a frappé à ma porte à travers le Earth Institute pour me demander si je pouvais venir piloter un programme similaire, mais en direction de l'Afrique. Très bien. Et essentiellement pour les zones du Sahel. Parce que l'Université du Columbia est en train de mettre sur pied un programme pour l'épanouissement et le développement du Sahel. Épanouissement du point de vue économique, épanouissement du point de vue social, épanouissement du point de vue éducatif, c'est-à-dire institutionnel et universitaire. Parce que c'est d'abord une institution universitaire. Donc quand je suis arrivé à l'Université du Columbia, ils m'ont confié un programme qui était également la même chose, mais pour les dryland countries. Et en 2010, j'ai organisé même une conférence ici qui s'appelait la première semaine des terres arides. C'était à l'hôtel King Fahd ici, où j'étais l'organisateur de la conférence, le présentateur, où j'ai fait venir près de 300 scientifiques ici pour discuter de la problématique des terres arides en collaboration avec les 3 conventions. Immense et noble mission. Oh oui, et pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis le point focal pour le programme des Nations Unies pour le Sahel, sur les terres arides, pour mettre en place un programme de développement pour accompagner les pays du Sahel à se sortir de la pauvreté dans une zone à risque et des États fragiles. Les Américains les appellent les failed states. Mais moi, je ne pense pas que c'est des failed states. C'est juste des sensitive states, c'est-à-dire que des États sensibles. Parce qu'ils sont en face de plusieurs paramètres qui influencent leur épanouissement socio-économique. Je vais faire une digression, mesdames et messieurs, chers étudiants. Je suis ébahi parce que, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est le lendemain de mes pensées à l'égard du président Obama, de Jesse Jackson, du fameux discours de Martin Luther King, que j'ai pris le lendemain matin ma voiture pour aller à la pêche aux Américains et à la coopération américaine et aux aficionados de l'Amérique. Donc je tombe sur une bombe en fait. Hein, comme quoi il ne faut jamais, il faut être opiniâtre et aller toujours au charbon. Merci d'être parmi nous. Je vous remercie de m'inviter à partager avec mes venons-en maintenant au Millennium Development Goal Center. Après votre tour du monde incroyable. Parfait. Donc actuellement ici à Dakar, je travaille pour le Millennium Development Goal Center, c'est-à-dire que le centre pour les objectifs du millénaire. Le centre a pour objectif de localiser les OMD à l'échelle nationale dans chaque pays pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça veut dire quoi? Lorsque la Convention des Nations Unies pour les objectifs du millénaire ont été ratifiée en 2000 et signée par différents pays en 2004, c'était à l'échelle nationale. Si nous prenons le cas du Sénégal par exemple, c'est-à-dire que le gouvernement sénégalais a signé pour un certain nombre d'indicateurs à atteindre pour les objectifs du millénaire. Si vous me permettez, je peux rappeler un peu ce qu'on appelle les objectifs du millénaire. Ne serait-ce que pédagogiquement, parce que nous avons une assistance estudiantine très forte dans cette émission. Je pourrais le rappeler et donner peut-être les avantages ou bien les opportunités que offrent les OMD pour vos étudiants. C'est-à-dire que nous avons le premier objectif qui est lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté et la faim. Dedans, nous voyons 2 choses. Il y a l'extrême pauvreté et la faim. Dans l'extrême pauvreté, il y a ce qu'il appelle des activités génératrices de revenus. On peut avoir avec African Trade, on peut avoir avec AmCham, qui sont des opportunités qui permettent à nous autres de développer pour que les populations qui vivent en dessous de moins d'$1 puissent au moins vivre au-dessous ou bien au moins à $1. Ça, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est l'emploi. Maintenant, la lutte contre la faim, c'est là où ça va sur 2 aspects, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Parce qu'on peut produire, mais on ne peut pas toujours avoir une certaine sécurité alimentaire. Donc là, ça va, l'agriculture,
tous les mécanismes de production agricole. Et lorsque nous parlons agricole, il y a un aspect très important aujourd'hui qui est en train de promettre, mon collègue d'Africulture Europe l'a parlé de tout à l'heure, qui est la chaîne de valeur, ou en agriculture on appelle l'agribusiness ou bien l'agrobusiness, qui comprend déjà l'aspect d'organisation paysanne en termes de JE, en termes d'associations, d'unions, de fédérations, qui est toute une filière qui aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, il manque énormément d'expertise pour organiser les paysans à l'échelle locale, pour aller vers des marchés porteurs comme celui de l'AGOA. Donc ça, c'est un processus que nous accompagnons. Quand j'entendais le monsieur de Tréport parler, ça m'intéresserait parce que je connais dans beaucoup de pays africains des unités de production, par exemple même ici au Sénégal, dans la région de Louga, qui produisent énormément de poissons, des femmes qui produisent du poisson, mais qu'il manque cette organisation et vers orientation vers ce marché. Quand vous dites Louga, c'est vers l'Ampoule. Louga, dans la région juste oui, ici au Sénégal. Louga, mais bon, la zone de pêche, la zone de pêche, c'est à l'Ampoule. C'est exact. Voilà. Donc ça, c'est des... L'aquaculture à Louga, hein. Il y a le lac de Guerre aussi, pas loin. Il y a des fermes au lac de Guerre. Oui, allez-y. Ça, c'est un aspect, par exemple, qui est très propre à l'agriculture. Parce que les gens pensent, aujourd'hui, nous sommes dans une agriculture de deuxième génération. C'est vrai, les Européens sont dans une agriculture de troisième génération. C'est-à-dire que nous sommes dans une agriculture où nous voulons passer de la subsistance à une agriculture de marché. C'est-à-dire que, un, satisfaire les besoins de la sécurité alimentaire, mais de deux, pouvoir permettre à ces populations de générer des revenus additionnels qui puissent investir dans des services socio-économiques de base. Absolument. Donc c'est ça un peu l'OMD1. Et quand on parle aussi de services socio-économiques de base, c'est avoir un meilleur revenu pour avoir une qualité de l'alimentation, c'est-à-dire un plat assez diversifié. On va à l'OMD1. L'OMD2, c'est prévoir une éducation universelle pour tous. C'est vrai, là, l'OMD a une limite, c'est-à-dire l'éducation primaire. C'est-à-dire assurer l'éducation primaire pour tous, que tout enfant qui est en âge d'aller à l'école puisse avoir accès à une école. Là-dessus, il y a encore des problématiques dans beaucoup de pays. Comment amener ou bien accompagner les enfants? Je prends un enfant qui est dans un village assez reculé où il n'y a pas d'école et qui va aller à l'école et que l'école est à plus de 5 km de son village. Comment faire pour que cet enfant puisse avoir accès à cette forme d'éducation? Donc nous avons mis sur pied beaucoup de formes de programmes qui permettent à ces formes d'enfants de pouvoir avoir accès à l'éducation primaire de base. Donc nous avons le MD3 qui est de promouvoir l'égalité. L'égalité de genre, oui, c'est-à-dire que tout homme, femme, enfant, fille, garçon a droit à cette éducation, à la santé, sans aucune forme de discrimination. Donc nous avons après cela la santé maternelle, c'est-à-dire que toute femme enceinte et en âge de procréer doit avoir accès à un soin de santé primaire qui lui permet de mettre au monde son enfant dans les meilleures conditions. Ça, c'est des aspects où aussi on n'a pas que besoin d'un médecin, mais on a besoin d'un économiste pour pouvoir comprendre la pyramide sanitaire et définir les interventions économiques qui vont avec cette pyramide sanitaire. Parce que pour qu'un hôpital fonctionne, il faut qu'il y ait l'infrastructure. Et pour que l'infrastructure fonctionne, il faut la mettre en place. Et après avoir mis en place cette infrastructure, un gestionnaire. C'est exact. Donc ça, c'est des organisent les médecins. Qui organisent tout cela et qui également créent l'infrastructure et les opportunités au sein de ces hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le mécanisme de la décentralisation, maintenant la responsabilité revient aux collectivités locales. Je veux dire ici au président de cercle, au président des conseils communaux, c'est eux qui ont la responsabilité maintenant d'insuffler le développement. Et aussi, c'est un des programmes, je ne suis pas politicien, je ne vais pas parler du gouvernement. J'allais vous poser la question. Est-ce que M. Macky Sall sait que vous êtes au Sénégal? Effectivement, c'est comme si vous avez pris la parole de ma bouche. Il y a un programme ici, je ne suis pas sénégalais. Est-ce qu'il le sait que vous êtes au Sénégal? Il le sait parfaitement. Il y a un programme que le président Macky Sall a mis sur pied qu'on appelle le Yonu Yokute. Yonu Yokute, oui. C'est-à-dire, je crois, c'est bâtissons ensemble. Oui, c'est la voie du développement. Voilà, la voie du développement. Et dans si le je prends littéralement en Wolof, c'est la voie pour s'augmenter. Bon, dans le sens épanouissement, développement. Oui. Donc, dans le programme de Yonu Yokute du président Macky Sall, il met en exergue ce programme de décentralisation pour accompagner les collectivités territoriales les plus décentralisées vers une voie de développement en mettant l'accent sur une diversification des revenus, sur un meilleur accès à la santé
et justement la santé communautaire, parce qu'on a ce nouveau volet qui intervient, qui est cette santé communautaire pour tous, c'est-à-dire désengorger le système de santé, par exemple, à l'échelle de l'hôpital pour l'amener à l'échelle communautaire. C'est-à-dire que vous avez dans le Yonu Yokouté un certain nombre de programmes qui devraient être mis en place. C'est pour ça que dernièrement, il y a eu, lors de son discours politique, par exemple, je ne suis pas politicien, je ne supporte pas le gouvernement de la République. Ce plateau est apolitique, rassurez-vous. Je suis très au courant parce que c'est des programmes, de tous les programmes de développement qui se passent en Afrique de l'Ouest dans beaucoup de pays. Dans ce programme, par exemple, lors de son discours politique, il y avait ce programme de comment renforcer la décentralisation. Parce qu'actuellement, les compétences sont transférées aux collectivités territoriales décentralisées, mais la ressource n'est pas transférée. Le cadre de déclinaison de la décentralisation dans beaucoup de pays fait problème. Je prends un exemple. Il y a encore, si vous allez dans beaucoup de services comme ici, vous voyez que l'hôpital, par exemple, est encore géré par la préfecture, c'est-à-dire par le département ou la région, alors que le poste de santé ou la case de santé doit être géré par la commune. Mais il manque encore le lien qui doit faire entre la case de santé ou le poste de santé et l'hôpital, qui n'est pas géré par la commune. Donc ça, c'est des niveaux de décentralisation qu'il faut prendre en compte. Et on a besoin dans ce domaine des économistes qui puissent penser, des institutionnalistes qui peuvent créer le cadre pour accompagner le gouvernement dans ce processus. Et je pense que dans votre université, c'est des programmes qui bénéficieraient aux jeunes parce qu'il y a des opportunités de marché là-dehors que nous recherchons pour travailler avec et nous avons souvent des difficultés. Il en reste combien d'OMD? On en était aux 3. On en était aux 3. Aux 4. Oui, Alors ce qui est extraordinaire, c'est que sur ce plateau-là, chacun d'entre vous mérite au moins 52 minutes. Donc je vous promets de faire AmCham 52, West African Hub 52, vous ça sera 3 heures. Mais rassurez-vous, la dernière fois que j'ai entendu les objectifs nobles de M. Tamba dans Faha, c'est la même question que je lui ai posée. Est-ce que M. Macky Sall sait qu'il est au Sénégal? Donc M. Tamba, Mr. 1,250 jobs a year for 4 years. Yes, we can. Yes. Bienvenue à Kombico Partners. Merci Gora. Laissez-moi raconter un peu à nos invités. Alors Kombico, redites-moi ça. Ça veut dire ouvrir des pistes. Ouvrir des pistes. C'est du malinqué. C'est du malinqué. Ouvrir des pistes. C'est très joli, Kombico. Monsieur Danfara, à vous. Oui, je suis d'abord très heureux de partager le plateau avec tous ceux qui sont ici. Et j'ai beaucoup appris tout à l'heure de la bouche du professeur Bertin. Docteur Bertin. Du docteur Bertin. Et j'ai compris une chose qui est essentielle et que nous faisons. Il a parlé d'organiser, je crois que c'était les paysans. Et de manière générale, nous organisons les jeunes qui cherchent un emploi. Nous les organisons parce qu'ils ne sont pas organisés. Nous les motivons parce qu'ils ne sont pas assez motivés. Nous les préparons parce qu'ils ne sont pas assez bien préparés. Et nous les encadrons parce que très souvent, il y a beaucoup d'incitations à faiblir, à abandonner, à démissionner. Et puisque justement nous sommes à un moment où nous parlons, le président Obama est à quelques 500 mètres de nous, c'est vraiment pour nous un moment formidable parce que nous pensons qu'avec les 1250 jeunes que nous avons déjà mobilisés, ils ont besoin d'inspirateurs, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'exemples. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il y a beaucoup de Sénégalais ou de Sénégalaises que nous sommes en train de visiter à travers les bénéficiaires eux-mêmes, pour leur demander d'être des exemples pour la jeunesse. Pas les personnes qui sont tout le temps sur les plateaux de télévision, sur la une des journaux, mais des gens qui travaillent dans le vrai, qui produisent des résultats sans beaucoup de bruit, sans beaucoup de tintamarre, qui sont des résultats, qui sont des références importantes. Et aujourd'hui, effectivement, avec Obama au Sénégal, c'est un grand plaisir pour nous, un immense bonheur de voir cet homme-là. Et non pas seulement qu'il représente la première puissance du monde, mais parce que lui tout seul, c'est une source d'inspiration. Un parcours atypique, absolument. Une source d'inspiration. Et le premier président noir absolument. Aux États-Unis. Et vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque Obama a décidé de venir au Sénégal, nous nous sommes dit à Kombico, il faudra que tous nous sortions pour lui dire merci Monsieur le Président, et on n'attend rien de lui maintenant. Il a tout fait. Merci C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire
récente, après l'époque égyptienne, l'Africain peut en fait se dire, oui, nous pouvons diriger, nous pouvons aussi être les chefs. Pas seulement des subalternes, pas seulement des gens de l'ombre, pas seulement des nègres. Voilà, c'est possible aujourd'hui. Voilà un exemple. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et nous avons l'homme qui aujourd'hui préside à la destinée de la puissance la plus importante au monde, il est africain. Absolument. Donc les jeunes africains n'ont plus de prétexte. J'ai vu une banderole sur la corniche, Welcome Home, c'est pas très loin, le Kenya. Il est chez lui. Non, il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez lui et je On crois va que l'appeler Ousseynou alors. c'est le absolument. Ousseynou Obama est chez lui au Baraka. Sénégal et les jeunes africains, les jeunes sénégalais doivent être fiers de l'avoir comme modèle. Et maintenant le reste, ça nous appartient. Qu'il faut, et je crois que avant de passer la parole, je vais juste souligner un aspect, c'est pourquoi la décentralisation, par exemple, qui est un problème majeur, rencontre tant de difficultés dans nos pays. La vérité, c'est que toutes les solutions viennent d'en haut. Et la dernière fois, on était en train de discuter pour savoir comment l'État pouvait faire pour aider des structures comme nous. Nous sommes une entreprise privée, nous nous débrouillons avec nos moyens propres. Nous n'avons aucune chance d'être aidés par les pouvoirs publics. Vous savez pourquoi? Parce que tout l'effort des pouvoirs publics, ça vient d'en haut, des bailleurs de fonds. Ça descend vers eux et quand ça vient avec des conditionnalités, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau même. Et à partir de ce moment, les initiatives qui viennent de la base ne sont pas des initiatives prises en compte. Et donc, tant qu'on ne prendra pas en compte les initiatives qui viennent de la base, parce que Obama, qui l'a amené au pouvoir? Ce ne sont pas des lobbies. C'est la base. C'est 2 500 000 Américains qui ont mis la main à la poche, 100 $, 50 $. De 10 $ à X millions de dollars. Et ce matin même, je regardais sur une chaîne de télévision la fameuse campagne de 2008, où c'est des étudiants, des jeunes qui étaient sur le terrain, qui ne dormaient pas. Et qui ont pris le net. Qui ont fait le tour pour que les gens puissent voter pour Obama. C'est un bel exemple de ce qui peut venir. Internet. En 2008, c'était porte-à-porte Internet et souscription à partir de 10 $, de 5 $ même. Et il est devenu président des États-Unis d'Amérique parce que la base l'a voulu. Et je crois que fondamentalement, pour donner un écho à ce que le docteur Bertin disait tout à l'heure, c'est les initiatives à la base qu'il faut encourager. Et ça peut donner des résultats, ça donne des résultats et ça permet de nourrir l'espoir. Et je voudrais m'en arrêter là un instant. Ma troisième question pour ouvrir le débat, c'était d'abord adressé à monsieur Bertin, à Dr Bertin. Je l'avais réservé cette question à monsieur Dia de MCA, Millennium Challenge Compte, qui malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été retenu par Barack Obama. C'était l'émergence. La dernière fois que j'ai posé la question à M. Kombico Partners, j'ai adoré sa réponse parce qu'il m'a dit que finalement, l'émergence n'était pas une ambition énorme. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par l'émergence? La question que je lui ai posée, c'était le Sénégal sur les rails de l'émergence, utopie ou possibilité? Et la réponse de M. Tamba dans Faha, c'était mais pourquoi l'émergence? Mais plus qu'une possibilité, c'est une ambition mais mineure. Moi j'ai envie, me disait-il, pour le Sénégal, d'être dans quelques années le pays le plus joli du monde, la première puissance, peut-être pas nucléaire, mais en tout cas des hommes, la première puissance par les ressources humaines. Donc je vais vous reposer à vous autres la question. Où en sommes-nous? Vous pensez qu'avec l'AGOA, avec l'expérience de West African Hub, Monsieur Amcham, avec vos 1250 adhérents et toutes les entreprises, 124 adhérents, et les entreprises que vous avez à coacher vers les États-Unis, parlez-nous un peu d'émergence. Est-ce que nous sommes sur les rails? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Alors, moi, j'ai une conception un peu particulière de la question. Allez-y. Parce que j'ai beau travailler dans le monde des affaires, je suis convaincu personnellement que ce n'est pas uniquement le PNB qui est l'indicateur du progrès économique et social. Et j'admire pour cela énormément l'initiative qu'a eu le Bhoutan en définissant la notion de bonheur national brut.
Bonheur national brut. brut, C'est qui joli. est mesuré chaque année Mhm, et qui fait l'objet d'analyses mhm, très étroites par le gouvernement de ce pays. mhm. Et je suis toujours frappé par le fait que j'ai assisté une fois à une interview qui était donnée et où un sociologue européen Mhm. parlait en disant qu'en Afrique, nous avons une richesse incroyable qui est celle de, comment dire, comment on appelle ça, d'une réussite en termes de gestion du social Mhm. et de l'humain. Mhm. Et que ça, nous avons une avance extraordinaire par rapport au reste du monde qu'il ne faut pas perdre en courant après un développement économique effréné. D'où mon idée de première puissance du monde à travers les ressources humaines, le bonheur des hommes. C'est une manière de le Nous voir, pouvons y effectivement. arriver, Mais hein. par contre, il est évident également qu'il ne peut pas y avoir de bonheur Mhm. sans qu'il y ait tout d'abord satisfaction des besoins de base. Absolument. D'où la nécessité des fameux OMD, Absolument. qui eux touchent l'ensemble de la population. Absolument. Mais également, dans une économie, il faut des drivers. Mhm. Donc il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des énergies qui se mobilisent et qui tirent l'ensemble du pays vers l'avant. Mhm. Donc il faut d'abord que notre environnement général, et ça nous avons un problème culturel, favorise cela. Mhm. Qu'on favorise la réussite. Mhm. Et que quand quelqu'un réussit, on ne le considère pas comme quelqu'un qui doit reculer, Mhm. mais plutôt comme quelqu'un qu'il faut imiter. Ou se cacher et Non, éteindre ses portables. Non, non, qu'il faut imiter Mhm. et qui doit servir de modèle pour Absolument. aider les autres à aller de l'avant. Un exemple pour à que vulgariser globalement, pour les jeunes. pour que globalement, Mhm. tout le monde avance. Très bien. Parce qu'une personne ne peut pas avancer seule. Il Mhm. faut que tout le bateau avance. Absolument. Ça, c'est un. Mhm. De ce point de vue-là, moi, je suis plutôt optimiste. Parce qu'une fois, j'en discutais il y a l'année dernière avec un bailleur de fonds, il me disait vraiment, lui, il croit à l'avenir du Sénégal. Parce que, et pourtant, c'est quelqu'un qui avait juste passé 4 ans au Sénégal. Il m'a dit qu'il a fait beaucoup d'autres pays. Il m'a dit, les Sénégalais ont la volonté de s'en sortir, Absolument. ont la volonté d'avancer. Absolument. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils ne seront pas reconnus socialement. Absolument. Donc moi, j'y crois. Parce que c'est d'abord, on a beau dire, mais où que ce soit, vu mon expérience du monde des affaires, ce qui compte, c'est d'abord l'attitude. Est-ce qu'on baisse les bras face à l'adversité ou est-ce qu'on se bat pour avancer? Vous avez le même discours. Et quand on se bat, ça change toute la donne. Absolument. Maintenant, derrière, il faut une organisation. Une armée qui se bat de manière désordonnée, elle échoue. Elle échoue. Donc Absolument. il faut qu'il y ait une organisation qui soit également pensée donc, non seulement au niveau de l'État, un peu comme faisait le MITI au Japon à une époque, mais également au niveau décentralisé. Et si on réussit la décentralisation, je pense qu'on va s'en sortir. Absolument. Mais pour cela, ce que j'ai noté dans les différents... Parce que, en plus d'être président de l'AMCHAM, je suis également auditeur. Et j'ai eu l'occasion d'auditer, dans le cadre de missions, des structures décentralisées et autres, aussi bien au Sénégal, au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette décentralisation, aujourd'hui, on ne lui donne pas les moyens de sa réussite. Il faut lui donner les moyens sur le plan humain, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les rémunérer comme il faut pour qu'ils puissent consacrer tout leur temps à ça, Absolument. et ensuite que des ressources soient créées localement. Enfin, il faut développer une fiscalité adaptée qui soit, c'est jamais indolore, malheureusement, pour les populations, mais une fiscalité adaptée qui permette à cette décentralisation de s'auto-entretenir et d'aller de l'avant. Voilà mon point de vue. Oui, le docteur Bertin voudrait rebondir là-dessus. Mr. Globetrotter, Oui, pluriculturel, multidimensionnel. oui, je voudrais juste Docteur, rebondir allez-y. sur ce point en commençant par cet aspect de la décentralisation qu'il a très bien marqué, que c'est une problématique, mais également sur le fait qu'il a parlé du produit du Bhoutan, qui je pense également a un message pour nous autres Africains. Parce que sur un point, lorsque nous regardons l'Afrique, lorsque nous nous regardons, les indices de développement ou bien les indicateurs de développement dont nous utilisons pour mesurer notre croissance, elle est, comme il a dit, top-down. C'est-à-dire qu'elle vient du haut Du haut pour le bas. Ouais. Nous n'avons pas encore développé nos propres indicateurs de développement Mais surtout le fameux dollar par jour. que nous Mais avons. Moi, les jeunes, je les appelle les jeunes double de ce pays-là, ils font au bas mot 5 dollars par jour. Parce que dans le processus, moi je suis quelqu'un, j'ai grandi un peu en Europe, et en Europe, 95% de ce que vous consommez
vous devez avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir accéder à cette consommation. Il y a 5% ou 2% qui peuvent vous venir sous forme de subventions et autres. Mais les 95% d'autres, vous devez consommer. Mais dans notre culture africaine, dans notre culture, dans beaucoup de pays... Solidarité et partage. Je dirais oui, dans un sens, mais dans un autre sens également, nous produisons 95% de ce que nous consommons et nous dépendons de 5% pour les achats. Je prends un exemple pour vous dire que si vous allez dans un paysan qui est dans la région de la Casamance, par exemple, qui a son champ derrière et qui cultive de la banane, des ananas, du macabo, je ne sais pas quoi, et j'en passe, la canne à sucre. Tout cela entre dans sa consommation alimentaire, qui n'est pas... du point de vue économique, quantifié. Quantifiable, oui. Mais juste, quantifié par rapport au... C'est-à-dire, lorsque l'on veut quantifier son besoin économique, on ne quantifie que peut-être le revenu qu'il a vendu pour avoir un revenu. Et c'est cela qui est quantifié comme le revenu à l'échelle du ménage, qui ne reflète pas très bien notre vision de développement. Vous voyez un peu, parce que ça c'est un processus de développement qui nous-mêmes, comme il a dit, doit venir de la base. C'est-à-dire que ce processus de décentralisation, si nous pouvons également aussi y mettre de notre touche du point de vue économique, ça veut dire que nous avons besoin des économistes qui doivent sortir de cette école, qui doivent définir des paramètres économiques, des fonctions mathématiques économiques, qui nous permettent de prendre en compte ma canne à sucre que je suce, qui entre dans la consommation économique de mon développement. Dans mon bien-être, et dans ma diversité. Mais je suis persuadé que ce paysan-là vit mieux que le smicard parisien. Tout à fait, mais on ne prend pas tous ces aspects. Parce qu'il mange diversifié, il est dans un bel environnement, il s'habille local, il n'a pas de stress. Est-ce que vous pouvez pas pollué, il vit vachement bien. Mettez un coût à tout cela et assemblez ce coût et regardez si son PIB sera le même que de ce niveau. Il est clair qu'il dépassera. Donc, des écoles comme ce que vous êtes en train de promouvoir devraient également aussi prendre cette dimension locale dans le processus de planification en adéquation avec nos réalités. Ça, pour avoir les vraies mesures. Pour compléter ce qu'il dit, parce que nous autres, comme il a dit, il est dans le monde des affaires, moi je suis dans le monde du développement, et c'est la même attitude. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut l'innovation. Si aujourd'hui nous tous nous tournons vers l'Asie et vers la Chine, c'est parce qu'elle a développé un modèle économique qui soit à leur culture, qu'il soit à la culture chinoise et qu'il soit à la vision chinoise. Absolument. Ce qui est important, comme il a dit, le Sénégalais croit, le Sénégalais bouge, le Sénégalais veut avancer, mais le Sénégalais doit intégrer aussi cette dimension locale et culturelle qui va booster ce processus de développement parce que le bien-être est un ensemble de paramètres qui intègrent cela. Prenez deux exemples. Prenez ce qu'on appelle en Wolof les bitugumbag, les vendeurs ambulants, et prenez les vendeurs de cartes téléphoniques que vous voyez au rond-point à 1h du matin, et là vous serez convaincu que le jeune sénégalais, j'allais dire le jeune africain, parce que c'est la sous-région, c'est des jeunes guinéens qui ont choisi Dakar et des jeunes sénégalais, ce sont de véritables fighting spirit et bosseurs. C'est exact. Je pense que la question de l'émergence, mais j'ai dit au début de mes propos que je veux mourir ici, je veux vivre ici, j'ai choisi de revenir ici, parce que pour moi c'est le meilleur pays au monde, honnêtement. Et ça c'est mon sentiment, je suis tellement en équilibre avec ma société. Regardez ça. Non mais globalement même les rapports sociaux, je suis heureux d'aller en baptême et d'avoir des amis autour d'un bol et de discuter, de chahuter, de parler de mon pays. Tout ça c'est extraordinaire et je voyage beaucoup de par mon travail, je fais beaucoup de pays de la sous-région. J'ai fait l'Europe, j'ai fait beaucoup de pays, mais j'ai l'impression que je suis bien ici. Absolument. Et ça c'est important en termes de développement. Si on mesure par rapport au bien-être, à l'électricité, quand il n'y a plus de courant, on peut être frustré parce qu'on n'a plus Internet, on n'a plus ceci. Mais ça repose un peu le problème que M. Si avait évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que nous n'avons pas conçu notre développement nous-mêmes. Absolument. Nous n'avons pas aussi choisi où on veut aller. On est même venu nous le mesurer. Non, le problème culturel est beaucoup plus profond parce qu'aujourd'hui, tous les programmes, tous les plans qu'on fait, il n'y a pas de responsabilité individuelle de dire qui est comptable de quoi et de qui. Où est-ce qu'on va d'abord? Parce que
la difficulté qu'on a culturellement, c'est de dire, oui, ok, le Sénégal, mais dans 10 ans, où est-ce qu'on va être avec le Sénégal? Et ce projet doit être partagé par tous les Sénégalais. Je veux dire, le vendeur de Guertechaf doit avoir son rôle à faire dans ce plan-là. C'est comme le chef d'entreprise ou les membres de l'AMCHAM autres qui savent, qui essaient. Mais tout ceci nécessite un leadership aussi. Et le sens des efforts. Parce que la difficulté qu'on a en termes... Il y a des moments, j'ai le blues, hein, comme tout le monde. Hein, face aux contradictions, face aux comportements, face au, j'allais dire, l'opportunisme politique ou autre, hein, économique quotidien. Tu as dit, mais on ne veut pas s'en sortir. Hein. Et dans notre travail aussi, on est confronté à des entreprises où on veut les amener à un certain niveau, mais nous avons l'impression que les gens ne veulent même pas y arriver. Et je citais tout à l'heure, j'ai discuté tout à l'heure dans les couloirs, et je leur donnais l'exemple de l'approche américaine, comme c'est l'occasion aussi d'en parler. Quand ils viennent, ils ont l'impression qu'ils vont enrichir un entrepreneur africain, qu'ils vont lui donner les moyens d'être riche. Mais je leur dis toujours, mais ce gars-là, il ne croit pas que c'est vous qui l'amenez, c'est le bon Dieu qui lui donne ça. Exactement. Ce n'est pas vous qui lui amenez la chance ou l'argent ou les affaires. C'est le bon Dieu. Que tu veuilles ou non, ça viendra à lui. Et face à cette... Vous savez, l'attitude sécuritaire m'a fait dire tout à l'heure, quand bien même leur devise c'est « In God we trust », but they don't believe in. Voilà. Non, en réalité, ici... Absolument. Absolument. C'est quand même extraordinaire. Ici, hein. quotidiennement, on se dit que c'est le bon Dieu qui Désolé, va nous Monsieur donner le Président, hein, mais votre approche sécuritaire... C'est utile par rapport à votre question. C'est là où je dis, on n'a pas évalué nos forces. En quoi on est bon? Comme il a dit tout à l'heure, le social, on est très bon. Et c'est pour l'Européen, ou en tout cas l'approche occidentale, on perd beaucoup de temps avec le social. Alors que pour moi, dans la pratique, c'est le social qui fait fonctionner l'entreprise. En Afrique, particulièrement au Sénégal. L'autre aspect par rapport à cet environnement, à cette émergence, que je dis, et nous nous sommes donnés, quand nous étions étudiants aussi, cet objectif, cette ambition de pouvoir transformer notre pays et d'être contestataire à l'époque comme tout étudiant, hein, pour essayer de dire on va revenir dans nos pays et refaire nos pays. Mais on devient réactionnaire aujourd'hui parce qu'on a des familles à gérer, on a des intérêts économiques ou en tout cas des positions sociales qui font que nous devenons réactionnaires pour ne pas perdre ses intérêts. Mais tout ceci est... Parce que dans l'exemple que nous donnons quotidiennement dans nos pays, hein, je ne parle pas du Sénégal particulièrement, nous donnons l'impression que ce n'est pas le travail qui peut nous amener à notre niveau de développement. Quand bien même que les critères de développement seront nos critères. Parce que nous pensons que nous voyons toujours des anti-modèles, j'allais dire. Et c'est ça qui manque globalement, et Mahal l'a souligné tout à l'heure, c'est des modèles que nous devons donner. Dire qu'avec le travail, on peut arriver, avec les efforts. Quand je vois un peu son parcours, je ne me retrouve même plus dans son parcours, mais je dis c'est une volonté derrière de vouloir avancer, de partir d'un certain niveau d'études pour arriver à un autre. Et ce n'est pas nécessairement les études aussi, parce que nous pêchons aussi en pensant que si on n'est pas sorti d'une université ou si on n'a pas un bon CV, on n'est pas bon. Moi, malheureusement, quotidiennement, par rapport à ce tableau, je vois que des gens qui n'ont pas fait des études, qui réussissent. Mieux en tout cas que ceux qui sont censés faire des études. Pourquoi? C'est là la question fondamentale et utiliser toute cette énergie-là pour développer notre modèle de développement. Parce que nous sommes Sénégalais, nous ne pouvons pas compétir pour inventer aujourd'hui des téléphones et autres. D'autres l'ont inventé. Nous devons trouver des solutions aux problèmes quotidiens que se posent les Sénégalais aujourd'hui. Et avec méthode. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. S'il y a des objectifs des OMD par exemple, nous pouvons avoir un consensus national pour dire que cette année, par exemple, ça va être la santé que nous allons développer dans nos pays. En tout cas, les années à venir. Et que tout le monde se sacrifie. Je donnais l'exemple du riz. Moi, je dis, on est en train de se poser 1000 questions, on va trouver des productions de riz par rapport. Mais moi, je dis, aujourd'hui, on devait changer nos habitudes alimentaires. Pourquoi s'acharner à vouloir importer du riz? Monsieur Mahassi, qui est attendu par Barack Obama, va nous quitter dans un instant. Donc nous allons lui laisser la parole pour son dernier mot, recommandation, souhait. Je vous remercie, monsieur le présentateur, mais vraiment, je suis désolé de devoir partir. Et j'aurais aimé rester jusqu'à la fin de ce débat et je tiens à insister là-dessus. Mais je ne voudrais pas quitter ce plateau sans dire une dernière chose, qui est que, à mon niveau, en tant que président de l'AMCHAM, je vois régulièrement
des entrepreneurs américains, pas seulement des très grandes entreprises comme General Electric, IBM et d'autres, mais beaucoup de PME américaines. PMI. C'est pour ça qu'on a fait encore une fois le numéro spécial qui est là, sur AmCham, concernant les PME, PMI sénégalaises et américaines qui peuvent travailler ensemble. Donc beaucoup de PME, PMI qui viennent au Sénégal. Comment il est diffusé? Alors, c'est l'occasion de le dire. C'est une revue que nous diffusions à la fois sous forme papier, oui, en plus de 3000 exemplaires. Comment se le procurer concrètement? Alors, il suffit de s'adresser directement à l'AmCham en envoyant un mail et on vous renvoie soit une version papier, soit une version électronique. On fera un écritel avec les coordonnées de l'AmCham et comment obtenir le magazine. Mais ce que je voulais dire, c'est que... PME américaine, PME sénégalaise, une passerelle business pour un partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Ce que je voudrais dire d'abord au public à la fois d'entrepreneurs et d'étudiants qui nous écoutent, c'est que les Américains sont vraiment très ouverts à travailler avec nos entreprises et dans des partenariats gagnant-gagnant. Ça, c'est vraiment très important. L'AGOA, c'est très important. D'autant plus que le département d'État américain a eu à insister depuis l'année dernière, sous l'impulsion de Mme Hillary Clinton, sur le fait qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle une Jobs Diplomacy. Ça, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire que l'Amérique ne pourra pas se développer si les autres pays du monde sont pauvres. Absolument. Pour que les gens puissent acheter des produits américains, ou du moins il faut d'abord qu'ils deviennent riches. Absolument. Donc, il faut que des emplois se développent à l'extérieur. Et donc, l'administration américaine est en train de mettre le paquet auprès des PME américaines pour leur faire comprendre qu'il faut travailler gagnant-gagnant avec des entreprises à l'extérieur, et notamment des entreprises africaines. Donc, de ce point de vue-là, elles sont très réceptives, très ouvertes. Ce à quoi il faut simplement faire attention, c'est la différence culturelle. Et je crois que mon collègue, M. Cham, insistera beaucoup là-dessus. La différence culturelle majeure, c'est que pour les Américains, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, une fois que vous prenez des engagements temporels, tenez-les. Si vous êtes sûr que vous serez prêt mercredi prochain, annoncez vendredi. Absolument. Comme ça, si vous avez fini avant vendredi, c'est parfait. Absolument. Mais ne dépassez pas les Pour délais. ne pas être sujet aux variables incontrôlables. Ensuite, un autre message très important, dans le monde anglo-saxon, la notion la plus importante, c'est trust. Confiance. Trust, c'est la confiance. Une fois que vous vous engagez sur quoi que ce soit, tenez-le. Si vous respectez ces deux éléments, qui sont basiques, time is money et trust, vous allez réussir. Et même les Sénégalaises disent Gor Tchawardia. Kadou. Donc le trust, nous avons cela en commun. Voilà, il suffit simplement de le remettre à l'ordre du jour et de le promouvoir. Je vous remercie. Merci de votre passage à la tribune de l'entreprise Biz2Biz spécial Barack Obama. Messieurs, merci. Nous allons annoncer Madame Marem Kanté, la directrice de la communication de l'AmCham, pour apporter un peu de fraîcheur à ce plateau, féminiser un peu ce plateau. Le docteur Bertin me disait tout à l'heure que parmi les EMD, il y a l'aspect genre, c'est très en vogue. Hein. Donc désolé pour ce plateau un peu macho. Hein, vous embellissez notre plateau. Bienvenue, Marem Kanté. Qui êtes-vous? Bon, bonjour. Je suis vraiment contente d'être parmi vous tous. Le plaisir est pour nous. Ce que je peux dire, c'est que je suis un pur produit de Mahara City. Très bien. Voilà, le président de la Chambre de commerce américaine. Je suis la chargée de communication. J'y travaille depuis 2006. Très bien. 2006-2013, ça fait... Presque 7 ans. Excellent. Alors, d'où venez-vous? Quel est votre parcours académique? Toujours pour susciter des vocations. Montrer aux étudiants qui nous regardent que c'est possible. Allez-y. Je dirais toujours que pour moi, oui, mon principe premier, c'est que rien n'est impossible. Absolument. Dans la vie. Il faut tout simplement vouloir. Quand on a la volonté, on réussit. Très bien. J'ai fait mes études, je veux dire, au Maroc. Oui. À HECI, qui est devenu HEC Fès. Après cela, je suis rentrée. 3 mois plus tard, j'ai commencé à travailler. Le premier job que j'ai eu, je n'ai pas cherché à savoir si la formation que j'ai faite correspond au job qu'on m'a proposé. Je l'ai fait, je me dis c'est un tremplin. C'est juste pour mieux sauter. Tout juste après, j'ai travaillé j'ai fait un clin d'œil à Maïs, le directeur général de Chaka Computer, Chaka, groupe Chaka. Le groupe Chaka, Maïssa Fall. J'ai travaillé chez lui. Très bien.
Ensuite, j'ai travaillé avec l'ancien ambassadeur des États-Unis, Keba Biran Sissé, qui était à Washington, comme consultante dans ses affaires. Après, j'ai rejoint Mahara Sinsi avec l'ONECA. J'étais avec Ava Press, cadre chargé des relations publiques avec Bérénique Aïe. Et c'est à partir de là que Mahara m'a appelé pour me demander de travailler à ses côtés. Très bien, Alam Cham. Et voilà, vous êtes maîtresse d'œuvre, si je puis me permettre, de ce beau document-là. C'est moi qui conçois le journal, le magazine. Oui. C'est moi qui trouve le thème. Très bien. C'est moi qui sollicite toutes les personnes ressources qui contribuent à l'élaboration du dossier. Très bien, je vous mettrai à disposition mes étudiants en master pour vous apporter leur contribution à cela. Je vous l'ai promis tout à l'heure hors antenne. Donc ça sera fait. Vous aurez au moins 5 étudiants master qui viendront travailler dorénavant pour votre canard, parce que je le trouve très bien. Et ça sera une belle expérience. Alors, Lamcham, rapidement, vous avez votre actualité dans les jours à venir, c'est quoi? Vous avez un déjeuner tous les mois, il paraît? Oui, tous les premiers vendredis du mois, on organise un petit déjeuner thématique. Très bien. Donc, c'est un petit déjeuner on fait appel aux personnes ressources qui viennent parler d'une thématique qui est en relation avec le milieu des affaires. Très bien. Très bien. Donc, le mois prochain, en principe, on devrait recevoir Pierre Atepa Goudiaby, qui viendra parler du parc, le projet Aogoa. Je le remercie au passage parce qu'il nous a envoyé, par l'intermédiaire de M. Youssounjaï de l'ADEA, M. Atepa nous a félicité pour la tribune de l'entreprise. Merci, M. Goudiaby Atepa. Allez-y. Donc, il va parler du projet AGOA, le projet industriel AGOA. Très bien. Il va en parler aux membres de l'AMCHAM le mois prochain. On y sera. Le premier vendredi de chaque mois. De chaque mois. D'accord. Premier vendredi, je le répète pédagogiquement, parce que c'est l'occasion pour les chefs d'entreprise qui lorgnent vers le marché américain. C'est un tremplin pour le marché américain. Donc, soyez nombreux. Le prochain premier vendredi du mois, donc du mois de juillet, là, à quelques jours de Independence Day. Ok, donc le lendemain de Independence Day, le 5 juillet. De 8h à 10h. De 8h à 10h, où exactement? On les tient tout, ça dépend de la disponibilité de l'hôtel qui nous accueille. Ça peut être le Radisson, le Terrou-Bi, comme le Pullman. On fera un écritel pour cela. Hein. Pour le prochain petit déjeuner de l'AMCHAM, nous ferons un écritel sur Africa 7 pour vous convier à ce petit déjeuner. Opportunité d'affaires, donc ne le ratez pas. Marem, Kanté, je vais revenir, si vous le permettez, à M. Tamba Kombiko Partners. 1,250 jobs a year for 4 years, it's possible. Yes, we can. On en est où aujourd'hui? Vous avez une actualité aussi, monsieur Dansara. Bien sûr. Le 3 juillet prochain, donc dans une semaine. Un jour avant le fameux D-Day. Le fameux D-Day. Très bien. Nous allons lancer 25 centrales d'achat. Excellent. Parce qu'il s'agit de créer 125 entreprises cette année, d'auto-emploi. Très bien. Donc, mais avant de commencer à produire, il faut savoir où vendre et comment vendre. Absolument. Donc, nous commencerons par lancer ces 25 centrales d'achat. Et ça permettra, et également 25 champs vont démarrer durant des exploitations agricoles, vont démarrer durant ce mois de juillet, de manière qu'en attendant que nous étudions les projets de façon très précise, que nous trouvions les financements, les bénéficiaires auront à s'occuper. Et à s'occuper utilement. De façon que demain, quand ils auront les financements et qu'ils vont commencer à produire, quel que soit ce qu'ils vont produire, ils ne se soucieront pas de savoir comment vendre. Peut-être que l'occasion nous est offerte justement de rencontrer des spécialistes de l'AGOA pour qu'ils nous conseillent et que justement que nous puissions tout de suite commencer à exporter vers le marché américain. Et c'est vrai que c'est une grande opportunité. Et il faut faire les adaptations nécessaires. Et nous avons des jeunes qui sont décidés à s'adapter. Ils apprennent tout le temps, ils apprennent d'arrache-pied et ils sont prêts à apprendre également
pour pouvoir profiter de cette opportunité d'affaires avec les États-Unis qui, encore une fois, disons-le, c'est non seulement qu'ils ont un président qui est formidable, mais c'est également une nation formidable. Absolument. Et c'est vrai que pour les francophones que nous sommes, c'est toujours très compliqué de travailler avec eux parce qu'ils sont très rigoureux et que les latins que nous sommes sont plutôt... on n'est pas latin, on est formaté par les latins, on n'est pas latin. On n'est pas latin. Mais véritablement, ça veut dire qu'il faut faire des réajustements. Et nous, nos jeunes, sont prêts à faire ces réajustements. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais à monsieur